Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Envergure. Aujourd'hui, podcast spécial Cocorico, spécial français. On va parler de Melvin Ajassa. Et pour ça, je suis avec deux grands. On a Manu, l'ancien. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Et On se on a... rapproche encore un peu plus de la date fatidique, on a hâte. Tu commences à changer ton board tous les 2 jours. Tu commences un petit peu à suivre les tendances et voir ce que tout le monde dit pour voir si t'es dans la norme ou pas avec Hansen Yang, c'est ça? Non, parce que je sais que je suis unique avec Hansen. Mais t'es unique tout court. T'as pas besoin de qui que ce Mais soit, pas besoin de grand chinois pour rayonner mon Manu. Et on est avec le représentant de Saint-Quentin Basketball, le plus grand fan de France de Saint-Quentin Basketball. En tout Non, cas, c'est pas quand même. ça me C'est prévient. le Ok. on peut le dire. Le C'est Pierre, Euh, comment tu vas? eh ben, écoute, ça va très bien. On va parler de Melvin Ajassa, on va parler du SQBB, un club que je connais bien quand même. Et puis donc ça va être cool, j'espère. Mais bien sûr, ça va l'être. Et puis en plus de ça, on a le chat, on est en live, on est en stream Twitch, on enregistre ça avec les gens, donc on va avoir des feedbacks, des questions, donc on va pouvoir interagir avec eux. Le chat, c'est le moment si vous voulez faire un petit big up. On vous voit et on vous aime et on va lancer tout de suite. Du coup, pour lancer ce podcast, est-ce que Manu, tu peux nous raconter qui est Melvin Ajassa, où est-ce qu'il a grandi, comment il a grandi, avec qui il a grandi et comment il est arrivé jusqu'au Saint-Quentin Basketball? alors, c'est un gars de la région parisienne, il vient du Cru, donc né à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, et il est resté, il a joué au basket quasiment toute sa vie en région parisienne. Il a fait notamment quand il était jeune le Centre Essonne avant d'intégrer le Pôle France, donc de 2018 à 2022, où il a joué avec Ryan Rupert notamment. À sa sortie du pôle, il décide d'aller à Saint-Quentin, qui jouait en Pro B à l'époque. Il a monté d'un échelon parce qu'il jouait en N1 avec le Pôle France, il a dit voilà, Pro B, et il a fait une saison tout bonnement incroyable avec le SQBB. Et là, du coup, il enchaîne sa deuxième saison au Pôle France, au SQBB, pardon, où saison un peu plus compliquée, notamment là dernièrement avec une blessure au sternum qui est venue s'enchaîner à une blessure avec l'équipe de France sur la fenêtre FIBA de qualification là, en février. Donc, ce qui l'a fait manquer pas mal de matchs, 5 ou 6, je dirais. J'ai pas trop compté, mais je dirais que c'est dans ces eaux-là. Et du coup, là, il est revenu. C'est quoi, il y a une semaine, le dernier match, il est revenu. C'est un joueur qui prend son temps. Donc, c'est un 2004. Il prend son temps, il évolue à sa manière. Et je pense qu'au SQBB, bah, il montre qu'il est dans un super cadre. Je laisse Pierre en parler du contexte, mais Oh, elle est voilà. belle la passe. Passe Toi- d'ess incroyable. Merci Manu. Ouais, le contexte du SQBB. Alors, je vais peut-être revenir à il y a 2 ans. Donc, il arrive en Pro B, comme tu l'as dit, Manu, dans une équipe qui vise en fait juste les playoffs à la base. Et en fait, il se retrouve un peu de façon incroyable à être en tête de la Pro B et à monter, un peu à la surprise générale parce qu'on les attendait pas quand même à pareille fête. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur cette saison, il avait un rôle au début, il sortait du banc et après, au fur et à mesure, il y a eu des petits changements d'effectifs. Et de plus en plus, il a eu des minutes et il a été vraiment incandescent à 3 points sur la deuxième partie de saison, ce qu'il a prolongé d'ailleurs après en U19 monde, où il a été pareil, super adroit. Et puis cette année, donc Pro B, dans son contrat, il y avait une clause comme quoi si Saint-Quentin montait en Betclic Elite, il re-signait, donc il a re-signé. Je crois qu'il est assez content de ça. Et donc, il connaît, donc, en 3 ans, il a connu quand même 3 niveaux de garçon. Donc, la NM1, la Pro B, la Pro A, et peut-être une quatrième l'année prochaine avec la NBA. Alors, le contexte Saint-Quentin cette année, c'est pareil, c'est une équipe qui, là, est pour l'instant, alors on vous parle le 25 avril, qui est sixième de Betclic Elite. Personne ne connaît un joueur sur les amateurs de basket. Personne ne connaît un joueur de l'équipe en fait, parce que c'est que des joueurs qui ont joué soit en Pro B ou soit qui viennent d'autres raisons. Et c'était une équipe dont tous les observateurs disaient mais ça va faire aller-retour quoi. Ils vont monter, c'est chouette, c'est sympa, il y a l'ambiance, Saint-Quentin, il y a le public, etc. Mais ça va repartir aussi vite que c'est venu. Et puis en fait, bah voilà, la magie du promu, coach Mahé qui construit une équipe très cohérente, alors très très cadrée pour le coup, très axée sur la défense.
Ça défend fort, fort, fort. C'est une des 3 meilleures équipes défensives de Betclic Elite cette année. Offensivement, bah, il n'y a pas beaucoup de sous, il y a pas de, c'est le plus petit budget en masse salariale, je crois, cette année. Et donc, bah, ils ont fait avec les moyens du bord. Donc, ça joue avec un meneur. Alors, il y avait Tiger Campbell à la main qui s'est pété au mois de février, et donc sa saison terminée. Il y a Lucas Boucault qui est pour moi la révélation complète de cette année parce que même en Pro B, il jouait pas aussi bien. Après, il y a encore Mathis de Souilleveau. Il y a Will Rayman, un intérieur américain blanc connu pour sa défense. Nate Johnson qui est un pyromane mais qui défend aussi fort. Enfin, c'est que des joueurs qui défendent en fait et mais pas beaucoup de joueurs qui mettent dedans. Alors le problème, entre guillemets, c'est que dans le 5 majeur, il n'y a que 2 shooters et 3 non-shooters quasiment, parce que maintenant c'est Luka Bouko, c'est un meneur qui ne shoot absolument pas à 3 points. Il en prend un par match, il est à 20% je crois. Il y a Nate Johnson et Melvin Ajassa qui sont un peu les shooters désignés de fait. Will Rayman peut en mettre un de temps en temps, et après il y a le grand polonais Olejniczak qui lui essaye de régner sur la raquette. Donc le contexte Saint-Quentin a été très bien pour Melvin, surtout pour montrer à quel point c'est aussi un bon défenseur. Dans une équipe défensive, c'est un des meilleurs. Et ça a été souvent dit par Julien Maillet dans les interviews. Et par contre, offensivement, le contexte est plus compliqué parce que forcément, il y a un spacing qui est pas bon, qui est très très concentré. Donc il s'est contenté, entre guillemets, on peut avoir cette impression-là, il s'est contenté à tirer à 3 points, alors que bah, c'était aussi du fait des autres qualités de ses partenaires, quoi. Donc en ça, le contexte est un peu moins favorable pour ce qu'il peut montrer en attaque. Voilà un petit peu pour le point global, le contexte Saint-Quentin cette année en Betclic Elite. Bah, c'était fait d'une main de maître, hein. On s'y croirait. Tu vois, on était sur Basketball Manager là et on avait envie de cliquer sur Le les mains. direct de Serrat, c'était magnifique. Mais prends le temps, kiffe. Ouais, on parle pas souvent de Saint-Quentin, donc il faut un peu profiter, hein. Il y en a un peu marre de la NCA ou de la NBL. Faisons du local. Avant de parler de ses points forts et de ses points faibles, on va faire un petit point statistique, un petit point mensuration physique. Melvin Injassa, 2,03 m, une envergure qui serait annoncée à 1,98 m, donc une envergure qui aurait l'air négative, mais il faudrait avoir les mesures du combine. Le poids, moi je l'ai pas trouvé, donc si vous avez un poids, vous n'hésitez pas. J'ai vu 90 kilos. C'est comme sur l'envergure, je suis assez circonspect. J'attends les mesures officielles. C'est ça, Franchement, parce qu'il a l'air quand même d'avoir des segments quand même bien bâtis, mais j'ai pas Elle est de petite, elle est négative. De l'envergure. source sûre, elle est négative. Ça va être un grand shooter alors. C'est le JJ Redick de Saint-Quentin. C'est un T-Rex, comme dirait l'autre. Et en termes de statistiques, donc on est sur du 10 points, 3 rebonds, moins d'une passe, moins d'une interception, moins d'un contre, mais encore une fois, comme l'a dit Pierre, un contexte un peu particulier avec un rôle très défini. Parlons de ce rôle justement, tu as déjà mis en avant le côté défensif. D'ailleurs, si vous regardez des interviews qu'on peut trouver sur YouTube avec les autres jeunes joueurs du championnat de la Betclic Elite, tout le monde dit s'il te plaît, défends pas sur moi, parce qu'ils savent qu'ils vont passer une mauvaise soirée. Est-ce que c'est le point fort vraiment le plus évident, Manu, et est-ce que tu peux un peu étayer sur cette défense, ou est-ce qu'il est très très fort, sa polyvalence, et qu'est-ce qu'il peut faire au niveau supérieur? Bah, la défense, c'est un peu le côté obvious. On parlait un peu cet après-midi sur quel point mettre un peu en avant. La défense est clairement son ticket d'entrée en NBA. C'est un joueur aujourd'hui qui va, enfin en Europe en tout cas, qui est capable de défendre sur quasiment 3 voire 4 postes selon les schémas adverses, qui est fort du haut du corps, latéralité, prise d'information loin du ballon. Enfin voilà, capable de prendre le point of attack comme l'ailier. Enfin voilà, c'est vraiment un très 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 fort défenseur, et depuis toujours, depuis le Pôle France, hein, même avant. Moi je l'ai pas connu en U15 mais ni U18, mais voilà, vraiment découverte sur le Pôle France. Et il a toujours été une arme défensive numéro une de son équipe. Donc ça, c'est clairement son ticket d'entrée en NBA. Sur la projection NBA, j'ai un peu plus de mal. Je pense que ce sera plus les arrières, parce que les ailiers, genre, je pense que la taille sur certains peut poser souci.
Mais contre certaines équipes, je pense qu'il y a moyen qu'ils défendent un 2-3 sans trop de soucis. Toi, Pierre, tirais sur la même chose défensivement et si on peut compléter, navigation dans les écrans, défense loin du ballon, est-ce que Ouais, c'est des points sur lesquels il est très efficace? ouais, défensivement, je le trouve assez incroyable de maturité et de un vrai QI défensif. Alors, ça se mesure pas dans les chiffres parce que c'est pas un joueur qui compte, mais je pense que c'est une consigne collective à Saint-Quentin de pas sauter de toute façon. Hmm. C'est pas une équipe non plus Saint-Quentin qui, même si c'est une des meilleures défenses, c'est une défense un petit peu qui vise à contenir plus qu'à être ambitieux et à piquer des ballons, oui, qui ne sont pas très bons dans les interceptions, donc là non plus, ça, ça se voit pas, mais je pense que c'est encore une fois une consigne collective. Pour autant, la façon de défendre le pick and roll de Saint-Quentin, souvent c'est sur un step out où ça sort très très fort, et donc forcément il y a toute une organisation derrière Mhm. une rotation. Et quand il est en position de free safety, là, où il est entre deux joueurs, il doit faire des choix, où il faut qu'il aille en aide, où il faut qu'il aille aider, reprendre, etc. Là, je le trouve vraiment exceptionnel, en fait. Je le trouve très, très fort. Et même au point où soit il vient sur l'intérieur et il va gagner la petite seconde qui fait que les autres ont le temps de se remplacer, ou soit il va sortir sur la passe se fait à l'opposé, il va sortir fort et pareil, il va arriver très souvent à casser le timing pour en fait que l'attaque ne déroule pas. Et sur ça, je le trouve vraiment très intéressant. Quand je pense à Melvin Aginça, cette année, je pense à une action en particulier et cette action-là, il y a beaucoup de monde qui l'a vue parce qu'elle a tourné sur Twitter. C'est l'action du alley-oop, du milieu de terrain. Manu, je sais qu'il voit très bien de quoi je parle. En fait, c'est Lucas Boucaud qui balance un alley-oop de sa ligne des lancers francs. Et c'est contre Bourg-en-Bresse en journée 11, je crois. Il balance de la ligne des lancers francs. Et en fait, c'est Melvin qui récupère et qui dunk. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est pas ça. C'est ce qui C'est suit. l'après. C'est l'après. Parce que après, Melvin défendait sur Morgan, je crois, à ce moment-là, le joueur de la JL. Et Morgan récupère très vite la balle pour justement profiter, essayer de faire un 5 contre 4. Et là, Melvin revient à toute balle, stop, le force déjà à ralentir. Et après, dans la même continuité, le fait arrêter et passer la balle. Et ça, je trouve que ça résume vraiment tout ce que je peux aimer chez Melvin Aginça, en fait. C'est ce côté et à transitionner aussi très, très vite et très fort dans la tête. C'est-à-dire que ça se fait très très naturellement, on a l'impression. Ils sentent bien le truc, quoi, de quand faut attaquer, quand vous revenir, et puis il le fait toujours à la bonne vitesse, quoi. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup, ouais. Et cette action-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend le joueur à la ligne médiane. Ouais. Il le reprend très 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 vite. Il va quasiment aussi vite que le ballon, presque en fait, parce que Mm. la remise en jeu est faite quasiment instantanément, et lui, il arrive direct et sur la... Ouais, il doit être peut-être aller 1 mètre derrière la ligne médiane dans son camp, mais dès qu'il l'a repris, c'était terminé, quoi. Il l'a calé ligne de touche, et Jesse, ouais, je crois que c'est quoi? C'est Jesse Morgan, Joshua Morgan, je sais plus son nom. Et impossible à bouger, il est pris sur la ligne de touche. Il fait un mouvement, il l'arrête. Ça, c'est très très vite. La télarité vraiment, vraiment impressionnante sur ce coup-là et haut du corps aussi parce qu'il lui met des petits bumps et il l'oblige à lâcher le ballon, quoi. Et franchement, ouais, je suis assez d'accord. Cette action-là, elle est revisible sur le Twitter de la LNB ou en mettant recherche sur Twitter, vous allez la retrouver et elle est juste incroyable. Et c'est Et exactement ça, c'est un peu, on retrouve le mindset du bonhomme, quoi. est-ce qu'il y a un autre point fort qui est mis en avant ou est-ce que vous voulez connaître sur les axes de développement parce que on le sait aujourd'hui en NBA, défendre ça peut être un ticket d'entrée, mais ça va pas suffire, va falloir contribuer de l'autre côté. Donc est-ce que vous voulez qu'on Ouais, aille? moi j'ai peut-être un truc à rajouter. C'est Eh bah vas-y. justement, Manu disait mindset. Mais moi j'aime beaucoup la mentalité et ce qui dégage en fait. Il y avait une interview d'avant-saison, hein. Bon, déjà, on a quelqu'un qui a l'air, qui a 19 ans là, et qui en fait dans sa façon de s'exprimer, on a l'impression qu'il a facile 5-6 de plus, qui est très très posé et qui t'explique tranquillement que oui, oui, bah, qu'il s'est mis au basket pas par son cousin, forcément Alexis Aginça qui est plus connu, mais parce qu'il a voulu imiter son frère et que bon après bah, il s'est trouvé qu'il était pas mal et que du coup il a gravi des échelons comme ça.
mais que Saint-Quentin était un choix, que de toute façon, il voulait jouer en Pro B pour après aller en Pro A et après tenter sa chance en NBA. Donc, en fait, même si c'est pas quelqu'un qui va être dans la provoque, etc., c'est quelqu'un qui est plutôt silencieux, je pense. C'est quelqu'un qui a l'air très déterminé, qui a un plan. En fait, on voit qu'il s'est coché des étapes et bah, il franchit les étapes, en fait. Il les coche et puis voilà. Et ça, j'aime vraiment bien ce genre de mindset. Et c'est quelqu'un, moi, c'est l'autre qualité que je lui trouve. Je lui en trouve beaucoup, mais c'est c'est un joueur qui s'invente pas une vie, quoi. C'est-à-dire qu'il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Et je pense qu'il doit être très, très, très coachable. Parce que déjà, Julien Maillet n'est pas un coach qui sait se faire. Et donc, rien que pour ça. Mais sinon, ils n'auraient pas continué à collaborer ensemble, je pense. Ouais, c'est un gars qui a un projet professionnel, comme tu dis, et qui se dirige naturellement vers le niveau supérieur, mais qui le force pas. Euh, du coup, vous avez été assez effectivement dithyrambique sur la défense. On le disait tout à l'heure, la NBA, Ligue de 3&D, de role player. Manu, est-ce que tu peux développer sur cet aspect de son jeu, sur le tir? Est-ce qu'il a un shoot extérieur? Est-ce que c'est un joueur qui est à l'aise là-dessus? Et quel genre de tir il a en magasin? C'est principalement du catch and shoot. Chez lui, il y a un peu, il y a un peu de polyvalence, un peu de diversité, mais c'est globalement du catch and shoot. Il y a un peu de side step, il y a un peu de shoot après écran, mais c'est encore très très rare. Il y a beaucoup aussi de 3 points catch and shoot, mais après Spain pick, où il ressort comme ça après d'avoir posé son écran, et pour ça il doit en avoir 2 ou 3 par rencontre. C'est Encore une fois, c'est beaucoup de catch and shoot. Donc il va falloir qu'il arrive à diversifier. Après, c'est le contexte Saint-Quentin fait qu'il n'a pas beaucoup la balle en main et que c'est pas lui qui va être l'option numéro 1 de l'équipe. Donc ça fait ça. Mais voilà, il va devoir apprendre un peu à créer son espace, à créer son propre tir, Hmm. même à s'approcher du cercle. Il manque encore ce côté slashing. Il le fait vraiment que très rarement, et du coup j'ai peur qu'en NBA les défenses s'adaptent très 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 vite sur lui. Et il faut qu'il arrive à prendre ce premier pas, à passer son épaule et aller au cercle, parce que c'est quelque chose qu'on voit très très peu encore. Bon, je diverge un peu, mais du coup, c'est l'un des points de travail qu'il devra faire. Donc, pour revenir sur la question, diversité encore assez minime, notamment sur le 3 points. Ouais, parce que là, 31%, 82% lancés francs, mais Pierre nous le disait, hein, donc un spacing limité où il y a trois joueurs qui vont être principalement des attaquants de cercle. Toi, Pierre, sur le shoot, est-ce que tu rejoins ça? Et est-ce qu'on peut imaginer un Melvin Ajassa qui joue au niveau supérieur à poser des écrans, à obliger des switches, à courir, à shooter, ou pour toi ça va être un shooter quasiment exclusif dans le corner et après juste il tabasse en face le point of attack défensivement? Moi, je suis assez optimiste sur lui, dans le sens où, déjà pour recontextualiser, hein, 66% de ses tirs sont des tirs à 3 points. D'accord? Donc, c'est vraiment, on est sur du 2 tiers, un tiers. Donc, voilà, donc effectivement, le tir à 3 points, comme l'a dit Manu, il y a un petit peu de step back aussi dans le lot. Pas forcément une grosse capacité à créer. Enfin, en tout cas, il n'a pas forcément pu le montrer. Il joue pas les pics, balle en main. Il reste sur des choses très, très basiques. Encore une fois, hein, comme j'ai dit à Saint-Quentin, chacun a son rôle et chacun doit se tenir à son rôle. Donc voilà. Donc il reste dans ça. Pour autant, moi je trouve que, étonnamment, je trouve qu'on voit plus d'agression au cercle maintenant en Belgique Elite que l'année dernière. L'année dernière, il était vraiment dans le truc tir à 3 points, tir à 3 points, tir à 3 points. Et là, quand même, par moment, bah, un des matchs que j'ai vu en live, c'était contre l'Élan Chalon. J'ai l'image de ce drive où il part ligne de fond, où il finit l'autre côté du panier avec une main droite, avec une planche en plus assez compliquée. Et ouais, et en plus de ça, il a les outils pour. C'est-à-dire Mm. que même si le premier pas n'est pas exceptionnel, ça va. Le dribble, pareil, on n'en a pas parlé, c'est pas un grand dribbleur, mais pour autant, je trouve que pour un gaucher,
il n'y a pas ce truc de ah, on va l'orienter main droite, c'est bon, c'est cadeau. Je trouve que justement, pour un gaucher, il a vraiment une bonne main droite, quoi. Dans le profil 3D, je pense que après il va être capable de faire autre chose que s'il arrive à faire sauter le mec. Hmm. Après, je pense qu'il sera capable de faire autre chose. Je pense qu'il sera capable d'avoir les bonnes lectures, par exemple. Bah, Ça, voilà. j'allais te lancer là-dessus parce que quand on parle de tir, ce que j'aime bien regarder derrière, c'est est-ce que le joueur, vous allez me répondre au fur et à mesure, mais est-ce que le joueur sait se repositionner en fonction de l'action du porteur de balle? Par exemple, si je vais avoir un porteur de balle qui va attaquer ligne de fond, est-ce que lui va, qui est dans le corner, il va remonter naturellement en 45, est-ce qu'il va bien se positionner sur le terrain? Et puis, est-ce qu'il est capable, parce que c'est un joueur, un énorme athlète quand même, je trouve, de faire le slot cut, donc le cut à 45 degrés quand on a une pénétration, qui a une aide défensive, de venir à 45, couper fort au panier et terminer, ou le cut backdoor. Est-ce que c'est un joueur qui lit bien off-ball et du coup qui pourrait terminer, finir près du panier avec efficacité au niveau NBA? Alors moi, je trouve qu'il ouvre bien les angles de passe, mais rarement sur des cuts vers le panier. Par contre, il est souvent tout le temps en mouvement quasiment. Il s'arrête pas beaucoup quand même. Et je trouve que, alors, soit il ouvre sur la ligne de fond, soit à 45 selon le joueur qui à l'opposé attaque le cercle. Pareil, mais encore une fois, est-ce que c'est pas le contexte? Je veux dire, il y a déjà du monde à Saint-Quentin, il y a déjà le poste 5, poste 4, le joueur qui agresse le panier, donc ça fait déjà trois personnes. Donc c'est ça aussi, c'est est-ce que c'est pas non plus contextuel? On nous demande dans le chat là, en équipe de France, notamment jeune, on l'avait vu se créer du pull-up. Vous n'avez pas l'air optimiste là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'on va lui demander, au-delà de jouer du pick and roll, hein, est-ce que juste sur, comme tu l'as dit, un close-out, il attaque, il stoppe, il fait la bonne passe, il déclenche un tir sur du mi-distance ou un flotteur? Est-ce que ça va être possible de le développer? Est-ce qu'il y a déjà des petites bases en magasin? Ça, il le fait déjà. Cette fin de 2-3, un pas, pull-up, mi-distance. Ça, il le fait beaucoup. Ok. C'est vraiment quelque chose d'assez régulier dans son jeu. C'est pas encore une arme, je n'ai pas la statistique sur le mi-distance, mais c'est pas ce qui va faire instinctivement. Parce qu'il y a beaucoup de 3 points. Voilà. Mais ça existe en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc ça se travaille. Donc, Après, sur le tir, son pour lui, la clé, ça va être la pose de pied. C'est vraiment ça, parce que j'ai remarqué que quand il pose ses pieds vraiment d'une bonne façon, droit dans l'axe du cercle, c'est quasiment toujours dedans. Sauf que des fois, il met son pied, le gauche, un peu de travers, et du coup, ça n'est plus dans l'axe du panier. Là, c'est raté. Donc, c'est vraiment un travail de pied qu'il va falloir qu'il. Et il y a déjà une amélioration, hein, par rapport à pour Paul France. Mais voilà, c'est vraiment des petits détails qu'il va falloir qu'il travaille, qu'il y pense tout le temps pour justement améliorer ce tir, que ce soit 3 points à mi-distance. on va gagner en régularité mécaniquement pour que Ouais, soit c'est fait. ça, c'est de la répétition. J'ai dit, De la répétition. j'ai dit Reddy qu'il en parlait dans un de ses podcasts de son travail tu sais, de shoot et il disait que lui il aimait bien aussi genre pendant les entraînements prendre des tirs d'entraînement dans des situations très déséquilibrées pour que le jour où en match, parce qu'en fait en match ça arrive tout le temps, que le tir il soit pas comme d'habitude, il puisse quand même le mettre naturellement. Donc avoir effectivement énormément de répétitions. On nous disait aussi, je pensais plus à du pull-up 3 derrière le screener, donc vraiment une histoire de pick and roll, ça on le voit quand même assez peu en termes de projection au niveau supérieur. On va pouvoir répondre avec la prochaine question que j'avais, c'était pour vous en année 1, Melvin Ajassa, qu'est-ce qu'il peut apporter sur un terrain, est-ce qu'il peut jouer, et au bout de 3 4 ans, qu'est-ce qu'on attend? Je pense Ouais, qu'il peut jouer uniquement par sa défense, en fait. Rien, sa défense est un fait qu'il est positif sur un terrain. Donc c'est quand même déjà super incroyable. Il y a le mindset pour défendre. Il a toujours défendu, il défendra toujours. Hmm. Et il va pas rechigner à aller faire ça. Donc pour moi, il sera valuable déjà grâce à ça. Pour moi, ce sera année 1 joueur de banc. Voilà, 8 dixième homme, quelque chose comme ça. Mais je le vois bien prendre pas de l'expérience, mais de l'importance
profil de son contrat rookie. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui sait dans quoi il est fort. Il sait qu'il va exceller défense, tir. Donc il va travailler là-dessus, il va s'améliorer là-dessus, j'en ai aucun doute. Après, il y a plusieurs points. Et je pense que ces plusieurs points-là, ils vont arriver petit à petit, selon le contexte où il est. Et il aura de plus en plus de comment dire, De responsabilité, ouais, de responsabilité, et d'outils. de liberté un peu dans le jeu. Et j'ai vraiment hâte de le voir en NBA, notamment sur de la saison régulière, parce que le spacing est assez, assez ouvert, dirons-nous. Et je pense justement il pourra ajouter ce côté slashing. Il va pouvoir ajouter ce tir mi-distance en plus. Et ça le fera gagner des minutes, en fait, petit à petit. L'important pour lui, c'est de tomber dans un très très bon contexte où il n'y a pas forcément d'attente. Et du coup, il va pouvoir s'améliorer tranquillement. Voilà, par sa défense, par l'attaque, on n'en a pas trop parlé, mais il a vraiment un corps aussi prêt pour la NBA. Même s'il a des petits mollets et des petits bras. Il a vraiment, en fait, il est tellement musclé, épais. Il est vraiment là-dessus, pour moi, il est prêt. Alors, il y aura un temps d'adaptation, hein, comme pour tout le monde, c'est ce qui est logique. Mais pour moi, il sera sur de la sortie de banc, où je dis 8, 10, 9, ouais, 8 dixième homme, il sera valuable. Ce ne sera pas un point négatif. Ce Et qui est, après, tu as l'évolution, quoi. ce qui est déjà L'évolution, très c'est très bien pour un mec de 19 ans, hein, de se dire, enfin à peine 20 ans, que tu peux déjà jouer dans un effectif. Et puis, il a 2 saisons pro. Je pense que ça aussi, ça peut jouer dans la routine, dans la coachabilité aussi, dans la compréhension de ce qui va être demandé, ce genre de choses, quoi. Il est habitué à sortir du banc, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'en fait, ça va être un joueur positif. Que ce- Sur le terrain, à l'entraînement, tu vois, c'est un guerrier, il a toujours été. Toi, Pierre, t'es d'accord avec vraiment tout ce que j'ai. Complètement, complètement. Je suis pareil. Je pense qu'en plus de ça, il va apporter sa dimension athlétique. Comme je dis, c'est quelqu'un qui transitionne très vite dans la tête. Attaque, défense, défense, attaque. Donc même si c'est pas forcément plus rapide, il saura à se projeter au bon moment, etc. Et donc il va amener de l'énergie. La défense, évidemment, Manu en a parlé. Il aura des tirs s'il joue, je pense, d'une grande qualité. Donc, il mettra dedans à terme. Moi, j'ai vraiment, encore une fois, ce que dit Manu, c'est un peu ce qu'on disait à l'époque sur Okoro. Je sais pas si vous vous souvenez, à savoir Ouais, que vous allez en c'est parler. c'est- c'est des joueurs qui sont déjà programmés pour un rôle. Et ce rôle-là est tout le temps recherché en NBA. Donc, il n'y a pas un monde où ça tourne au fiasco, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression-là, en fait, que c'est quelque chose de très safe comme choix. Alors du coup, ça revient sur une question du chat qui nous avait été posée. Okoro, il est parti top 5 de draft. Melvin Inginsa, autant en France on parle d'Alexar, de Rizaché, de Salin. Inginsa, c'est un joueur dont on parle un peu moins et dont comment dire, les boards Twitter, alors qui ont aucune valeur hein, aux yeux des franchises NBA, mais qui sont un reflet un petit peu de des tendances, en parlent très peu. Pourquoi est-ce que Injassa ne revient pas et parmi toute cette cuvée de Swindy de role player, où est-ce que vous le situez et vous avez déjà un peu répondu, où est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois parce que pour moi, c'est l'un des picks les plus safe de cette draft. C'est un mec qui demain va pouvoir jouer sans souci. De par ce que j'ai dit tout à l'heure, il est prêt mentalement, physiquement. Après le jeu, bah voilà, ça va s'améliorer. Il y aura une transition qui est tout à fait normale. Mais pour moi, j'aime bien rigoler avec ça, mais je pense que c'est le pick de second tour le plus safe du monde, Hmm. quoi. En fait, tu me mets sur il est quasiment plug and play, donc et il sait ce qu'il sait faire, il sait ce qu'il sait pas faire, il fera pas autre chose. C'est le genre de joueur que tu préfères voir tomber dans une équipe déjà compétitive, playoffable, qui vise quelque chose, un peu ce que Christian Brown a été pour Denver,
plutôt que Ouais, dans une voilà. équipe de reconstruction où il y a tellement de mecs qui passent que c'est difficile d'évoluer. C'est un joueur pour les équipes 20-30 qui font souvent des choix avec des joueurs qui ont des plus longues carrières que les équipes 0-20 quoi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur monsieur Melvin Inginsa? Toi Manu, tu m'as dit déjà que tu l'avais fin de premier tour en gros. Ouais, sur la saison, il a oscillé entre 35 et là, dernièrement, il est 26. Donc je pense que c'est son range. 25-40. Ouais, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait le tour des mocks là. Bon, ça vaut ce que ça vaut à 2 mois de la draft, évidemment, mais oui, il est souvent c'est ça, hein. Souvent au deuxième tour, souvent entre 30 et 40, rarement au premier tour. Et moi, je suis à peu près convaincu que c'est un garçon qui, lorsqu'il va passer des entretiens, va plaire en fait. Hmm. Il dégage quelque chose de très serein, quoi. Le mec qui joue à 18 ans en Pro B, l'impression qu'il a joué un match de Cadet Région, quoi. Enfin, il y en a à côté, ouais, il était là pour s'amuser en même temps en étant très sérieux. L'autre chose dont j'ai pas parlé non plus, c'est que au point de vue mental, comme j'ai dit, ça a l'air d'être vraiment un bon gars. D'autant plus, il était blessé là pendant un mois, comme Manu l'a dit en début de pod. Bah voilà, il est resté avec le groupe, il a encore encouragé bien sûr l'équipe, mais en plus de ça, il a fait des photos des espoirs pour le site du club. Ouais. Enfin voilà, c'est un mec qui s'est investi. Je sais que dans le contact, dès qu'on lui demande un autographe et tout, il refuse jamais. C'est qu'il joue le jeu vraiment de façon très très cool, quoi, très, très sympa. Je pense qu'il y a beaucoup à aimer chez le mec aussi en fait. Et moi, comme disait Manu. Et comme tu le disais, Hugues, c'est tellement un profil parfait pour des équipes contenders que je serais étonné qu'il soit au second tour quand même. Je serais étonné. Ouais, toi tu penses que effectivement, on le sait, hein, que les interviews font souvent les drafts et font enfin, jouent beaucoup sur la position des jeunes et que ce garçon-là, par ses intangibles et par son comportement, peut grimper et séduire une équipe de fin de premier tour. Je crois parce que tu m'en avais parlé au début, on a un big up à faire quand même parce qu'il y a eu des infos qui ont Ouais, été qui ont ouais, été ouais, ouais. données notamment On a, sur on a un gros big up à faire, comme tu dis, comme disent, ça c'est vraiment une expression de boomer aussi de big up, je crois pas qu'on ah, dise encore big ça. up, big up, big up, big up. Pour vous donner un petit peu les secrets et les recettes, les statistiques, c'est assez compliqué en ce qui concerne la Baltic Elite. On ne va pas se cacher. Donc, on va remercier Thomas de DataDunk qui a bien voulu nous donner les petites stats avancées, notamment sur le pourcentage, sur l'usage aussi. On n'a pas parlé, il est qu'à 20% d'usage, comme ça, c'est fait. Et Datadunk, c'est quoi? C'est une startup qui propose des solutions de gestion de mesure et d'analyse de la performance sportive. Voilà, donc merci à eux puis c'est eux aussi qui vont nous aider pour les prochains Français dont on va parler. Donc le big up est fait. Yes, I, bah, yes, I, pareil, hein. On dit plus ça depuis 2000, mais bon, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. En tout cas, voilà pour le profil de Melvin Aginsta. Maintenant, vous avez des commentaires dithyrambiques qui ont été donnés avec objectivité toujours. Bon, pas trop, je pense qu'on le Non, pas du surcote un tout là. peu, mais. Honnêtement, non. J'ai plus parlé Honnêtement, comme je un pense que mec. c'est l'un des joueurs que je surcote le plus dans cette draft. Mais je sais pas pourquoi. Ah, moi, Le je sais pourquoi. ressenti visuel est quand même super intéressant. Donc, c'est un mec Possible aussi, bosseur et tout. Donc, possible qu'on ait un biais, alors parce que vous le connaissez, mais aussi parce que comme il est pas coté, parce qu'on entend à côté, et ça fait un peu de répétition, bah vous avez envie de vous dire que c'est vous qui le surcotez. Alors peut-être que c'est juste des gens qui le connaissent moins bien. On sait que les Américains, qui sont quand même les acteurs principaux des mock drafts, notamment sur Twitter et sur ce qu'on peut lire, les championnats européens, ils connaissent très très peu et ils regardent les gros noms et donc Melvin Aginsa c'est plus un joueur de board NBA que de mock draft comme des gars qui sont des Alex Caruso, des Austin Reeves qui n'étaient pas du tout cotés tout en étant américains et qui finalement sont venus très très rapidement dans les boards NBA et ont été draftés assez tôt donc croyez en après, vous. il a été vu, hein, vous inquiétez pas. Ça fait des voyages à Saint-Quentin. Ça va découvrir l'Aisne. Moi je sais toujours pas où Là où c'est ça l'a mais déjà découvert. C'est bon. Ils sont.
Les équipes ont fait leur travail. Ils ont été accueillis dans le Ibis budget de la place centrale. Je sais pas s'il y en a un, mais. Non, il y Il en y a a un même ibis, pas. il y a un ibis près de la basilique, si tu veux, mais c'est Eh près ben du voilà. centre-ville aussi. Bah, Putain, j'ai jamais vu. allez visiter les paniers trop grands, la basilique, le Ibis et allez voir des matchs du Saint-Quentin basketball. Sur ce, messieurs, je pense qu'on a tout dit. Nous, Il y a un bar très bien où on peut jouer la pièce aussi. Je me rappelle plus du nom. eh Mais ben, tu le c'est. mettras dans la description YouTube avec les Airbnb et les meilleurs restaurants d'après le chef Manu, le guide envergure. Sur ce, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à partager forcément ce podcast, à le commenter, à nous faire des retours et à écouter tout ce qui a été fait avant parce qu'on a quasiment couvert l'ensemble de ce qu'on croit qui va être le premier tour. Et puis il y a les Scouting Reports qui sortent toujours les mercredis, les articles, les autres streams, etc. Donc des bisous et à tout bientôt. Ciao. À bientôt.